Après avoir vu l'importance des médias pour l'affaire Dreyfus et pendant la Seconde Guerre mondiale, nous allons voir maintenant les médias et l'opinion publique lors des événements de mai 68. En mai 68, nous sommes sous le mandat de De Gaulle et le général de Gaulle sait fort bien se servir des médias. Nous avons vu pendant la Seconde Guerre mondiale comment il utilisait la radio, celle de Londres, et pendant son mandat sous la Ve République, il a utilisé de manière magistrale la télévision. Les interventions du général de Gaulle à la télévision étaient suivies non seulement par une grande majorité des Français, mais aussi par des journalistes venus de tous les pays du monde. Le général de Gaulle, qui comprend fort bien l'importance des médias, aimerait beaucoup les avoir sous son contrôle. Pour la presse, c'est une lutte constante pour essayer de conserver son indépendance face aux pressions politiques du ministre de l'Information, car de Gaulle a nommé un ministre de l'Information. Quant à la radio, de Gaulle continue à l'utiliser un maximum et cette radio connaît un changement fondamental, c'est celui du transistor qui permet d'avoir de petites radios parfaitement mobiles qu'on peut emmener avec soi. Et cette mobilité de la radio aura son importance. Quant à la télévision, c'est vraiment à ce moment-là le grand média pour l'opinion publique, pour l'information. Et de très nombreuses émissions politiques sont lancées. Elles forment réellement l'opinion publique. Et De Gaulle a tout de suite mesuré l'importance de ce média. Et il a su y intervenir aussi souvent que nécessaire. Le problème, c'est que les radios d'État et la télévision publique sont étroitement contrôlées par un organisme qu'on appelle l'ORTF, l'Organisation de radio et de télévision française, et cet ORTF est sous le contrôle direct du ministre de l'Information. Donc la censure frappe régulièrement les informations télévisées, et finalement, radio publique, télévision publique étant très contrôlées, celles qui vont jouer sur leur liberté, ce sont les radios périphériques. En effet, il y a des radios au Duché du Luxembourg, il y a des radios à Monaco, et ces radios, Luxembourg, Monaco, la Belgique, etc., vont pouvoir être d'une liberté totale face au gouvernement et vont utiliser cette liberté. Mai 68 a été d'abord une révolte étudiante. Ce sont les jeunes qui se sont opposés d'une part à l'autorité de Gaulle, mais aussi à celle de l'université, des lycées et même à l'autorité familiale. C'était un rejet total de l'autorité. Ils voulaient changer la société qui paraissait bloquée et surtout qui paraissait indifférente aux jeunes. Mais cette révolte étudiante s'est transformée en révolte sociale avec 10 millions de grévistes et en crise politique parce qu'aucun homme politique n'a su que faire et en premier, De Gaulle s'est retrouvé complètement dépassé par les événements. Face à cette insurrection, la télévision et la radio publique sont mises au service de l'État. On ne parle pas de l'insurrection, on évite de montrer des images et finalement la censure est telle que le personnel de l'ORTF se met en grève. Seules les radios périphériques vont rendre compte des événements. Ce qui fait que mai 68 a été surtout une époque de radio périphérique et une époque où les affiches ont été extrêmement importantes. Les affiches représentent tout d'abord l'état d'esprit des jeunes. En effet, lorsqu'il dit « sois jeune et tais-toi », c'est qu'ils ont l'impression d'être complètement écrasés, dominés, de n'avoir que la possibilité d'être passifs, politiquement avec De Gaulle, comme on le voit aussi, mais aussi dans la famille où le père est tout-puissant, ou à l'école où le professeur aussi ne leur laisse pas la possibilité de s'exprimer.
Les jeunes reprochent aux médias d'être sous le contrôle du gouvernement. Ils voient qu'il s'agit d'une information qui peut parler puisqu'il y a des radios libres qui sont les radios périphériques. Mais par contre, la télévision d'État, elle, est complètement aveugle et effectivement, elle ne dira rien des événements. Toute la presse est toxique, ou bien presse ne pas avaler. La presse est majoritairement du côté du pouvoir, mais pas totalement. Quant à la radio publique, elle continue à mentir. Cela rappelle pendant la guerre Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Eh bien là, la radio ment, c'est en fait la radio publique, car les radios périphériques, elles, avaient une liberté de ton tout à fait extraordinaire. Quant à la télévision, on voit ici, la police vous parle tous les soirs à 20h. À 20h, c'est le journal télévisé. Et le journal télévisé ne présentait que ce que le pouvoir voulait bien lui laisser dire. Et c'est pourquoi on parlait de la voix de son maître, le maître étant évidemment De Gaulle, quand on parlait de la télévision. Les jeunes de mai 68 voulaient aussi changer la société. C'est pourquoi dire non, c'est penser. En effet, trop souvent, la passivité permettait au gouvernement d'être tout puissant. Donc dire non, c'était s'opposer et donc avoir la possibilité de dire ce que l'on pensait. Il voulait aussi remplacer les vieux engrenages. Dans ces vieux engrenages, on voit ici De Gaulle qui mène absolument toute la politique et tout le personnel politique et toutes les idées politiques étaient à changer. Que voulait-il aussi ? Par exemple pour les femmes, à travail égal, salaire égal. Et le résultat, c'est que les utopistes devaient travailler parce qu'il fallait découvrir une nouvelle société. Que voulait-il dans cette nouvelle société ? Eh bien, qu'on arrête l'expulsion des camarades étrangers. Ça rappelait l'histoire de Cohn-Bendit, l'un des leaders qui avait été considéré comme juif allemand et renvoyé en Allemagne, puis que le gouvernement avait dû faire revenir, que les cadences infernales que les ouvriers devaient supporter devaient cesser, et ça explique en partie que les ouvriers aient fait grève pour soutenir les étudiants et pour revendiquer dans leurs usines, et le tout était, il est interdit d'interdire, de dire, c'est-à-dire chacun doit pouvoir dire son mot, chacun doit pouvoir être entendu. C'est pourquoi, de nouveau, il fallait vraiment que les utopistes soient au boulot pour que cette nouvelle société puisse apparaître. La France est entrée alors dans l'ère de la communication de masse et les hommes politiques découvrent qu'ils ont besoin de conseillers en communication, de médias, training. C'est vraiment le primat de l'audiovisuel qui commence. Il n'y a pas eu de crise politique majeure depuis 1968, mais il est quand même intéressant d'étudier les médias parce que depuis les années 90-2000, ces médias ont beaucoup évolué. Voyons d'abord les médias traditionnels. La presse est en crise parce que des médias comme Internet, que nous allons voir après, ont pris une bonne partie de la publicité. Or, la publicité, c'était les recettes essentielles des journaux. Et malgré tout, la presse d'investigation continue à exister, par exemple Mediapart sur Internet ou Le Canard enchaîné. Quant à la radio, eh bien, en fait, ce qui est intéressant actuellement, c'est la multiplication de toutes ces radios qui en fait un média encore fort intéressant. Et puis, la télévision. Bon, la télévision reste malgré tout le média incontournable pour l'information avec les journaux de 20 heures. Les hommes politiques ne peuvent pas contourner la télévision et elle est indispensable lors des grands débats au moment des élections. Mais avec la multiplication des télévisions, là aussi, et des télévisions d'information, chacune va rechercher le scoop et il leur est fort difficile d'approfondir les informations. En fait, le média de ces années 2000, c'est Internet. Internet, c'est un média global. Avec Internet, on peut revenir à chacun des médias, à la presse, à la radio, à la télévision, mais c'est un média exceptionnel parce que c'est un média
que chacun peut utiliser à sa manière. Et c'est un média qui diffuse une information non seulement venant d'institutions dont le but est d'informer, mais chacun peut participer à cette information. Et c'est là justement où est son principal atout, mais aussi son principal défaut. L'individu est consommateur d'informations, mais il est aussi producteur d'informations. Et c'est ce qui change complètement dans ce média extraordinaire qu'est Internet. Maintenant, les hommes politiques ont tous une page Facebook, un compte Twitter, et ils sont tous sur Internet. Et ils sont sur Internet, pourquoi? Parce que Internet va créer l'opinion. Non seulement l'informer, mais même la créer, la façonner. Et Internet, en plus, est capable de mobiliser bien au-delà de toutes les mobilisations qui avaient pu être le fait des journaux, des radios, des télévisions. Et à une échelle inimaginable, parce que c'est une échelle mondiale. Nous sommes donc en présence d'un média tout à fait à part. On peut se demander si Internet représente une sorte de démocratie directe ou s'il a des défauts parce que justement il n'est contrôlé par personne. Actuellement, on craint peu la censure et pas trop la propagande, mais on peut craindre des manipulations justement à partir de cette liberté qui existe sur Internet.